Merci beaucoup à votre association de votre invitation et merci de votre présence, malgré la météo. Donc, je vais faire un exposé assez général sur la liberté d'expression et aussi sur ce qu'on appelle les fausses nouvelles, puisque votre gouvernement maintenant a décidé de punir sévèrement la diffusion de fausses nouvelles. Je crois un an de prison. Enfin, c'est de lourdes peines maintenant pour diffusion de fausses nouvelles. Et je vais commencer par... Vous m'entendez? Ça va? Tout le monde m'entend? Ça va? Bon. Je vais commencer par mentionner un livre que j'ai lu il y a déjà longtemps, ça ne me rajeunit pas. Il s'appelle Manufacturing Consent de Edward Herman et Noam Chomsky, que j'ai lu en anglais à l'époque, en 88, parce que j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis. Il est traduit en français, je crois que ça s'appelle La fabrication du consentement. Il a été publié d'abord au Serpent à Plume, puis il a été publié sous une autre traduction par les éditions Agone à Marseille. Il va être publié par les éditions par Investigation, qui sont les éditions de Michel Collomb en Belgique. Bon. C'est un livre ancien, mais que je vous conseille pour le format. Et si vous voulez, après l'avoir lu, je n'ai plus jamais lu les journaux de la même façon, ou les TV, etc., que je ne le faisais auparavant. Alors, si vous voulez, vous avez un modèle des médias, qui est le modèle que je vais appeler, pour aller vite, New York Times, Guardian, Canard enchaîné, Charlie Hebdo, Libé, Le Monde, etc., qui considèrent que dans une démocratie, il est essentiel qu'il y ait une presse libre, qui critique le gouvernement, qui s'oppose au gouvernement, et que c'est la fonction de la presse. Et quand on regarde les débats sur la liberté de la presse aux États-Unis, on a souvent une ligne conservatrice qui consiste à dire « Ah, les médias vont trop loin, ils sont trop critiques, c'est à cause d'eux qu'on a perdu la guerre du Vietnam, etc. etc. » Et face à cela, vous avez ce qu'on appelle les libéraux, ce qu'on appellerait la gauche libérale ici, enfin maintenant ils sont plus très différents des libéraux américains, qui disent « Non, non, c'est important pour une démocratie d'avoir une presse critique, etc. » Et c'est ce double discours auquel ont voulu répondre Herman et Chomsky avec ce qu'ils appellent le modèle de propagande. Et ils montrent, à mon avis, de façon convaincante, qu'en tout cas sur les questions essentielles, la presse, en fait, dans toutes les crises, dans toutes les questions importantes, particulièrement les questions de politique internationale, suit une ligne presque aussi unanime que dans un État totalitaire, à part quelques trucs marginaux qu'on laisse de côté, et est beaucoup plus efficace que la presse d'un État dictatorial ou totalitaire, parce que justement, c'est le lavage de cerveau dans la liberté. C'est-à-dire, les journalistes, si vous leur demandez s'ils sont libres, ils vont vous dire oui, on est libre. Simplement, s'ils ne suivaient pas la ligne, ils ne seraient peut-être pas journalistes. Et donc, vous avez comment dirais-je, je vais revenir à la façon dont ça fonctionne, mais vous avez un modèle de propagande auquel qu'ils ont opposé au modèle démocratique de la presse hypercritique, soi-disant, des gouvernements. Alors, les exemples sont anciens, mais ils sont quand même instructifs, parce que les choses ont changé, évidemment, avec la chute du mur, etc., mais bon, on a changé d'adversaire, on va dire, mais on a toujours le même raisonnement par rapport aux adversaires. Donc, ils ont pris... Alors, il faut comprendre aussi la méthodologie. Souvent, les gens qui critiquent les médias disent, voilà, les médias sont la propriété de grands capitaux, etc., et donc ils sont biaisés. Alors ça, les journalistes disent, non, on est libre, d'accord? Alors, évidemment, ça, l'argument est peut-être faible. C'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer qu'ils sont biaisés. Et ça, c'est ce que font Herman et Chomsky. Et puis poser la question des raisons pour lesquelles ils sont biaisés, dans lesquelles la propriété privée des grands moyens d'information joue un rôle. Mais il faut d'abord établir les faits et puis les expliquer, pas supposer les faits comme une conséquence de l'explication, c'est-à-dire de cette propriété des médias. Alors un exemple qui avait défrayé la chronique dans les années 80, c'est-à-dire qu'à l'époque de Solidarność, quand en Pologne il y a des contestations du gouvernement communiste, il y avait un prêtre qui s'appelait Popieluszko et qui a été tué par la police polonaise. Et Chomsky et Herman comparent l'impact médiatique de ce crime avec l'assassinat de 100 religieux et religieuses, puisqu'on est dans un prêtre religieux et religieuses, en Amérique latine, dans différents pays où il y avait des régimes autoritaires auxquels certains chrétiens étaient opposés et qui sont fait tuer, dont un archevêque au Salvador, Monseigneur Romero, et dont
4 religieuses américaines, de nationalité américaine, qui avaient été travaillées au Salvador et qui ont été assassinées par les escadrons de la mort au Salvador. Et alors, il montre qu'en fait, la couverture médiatique de l'assassinat de Popier Lusco dépasse la couverture médiatique en taille de l'assassinat des 100 personnes dont on parle. Et alors, il n'y a pas seulement le quantitatif, il y a aussi le qualitatif. C'est-à-dire, dans un cas, on vous décrit évidemment l'assassinat de façon, en montrant tous les détails, et puis la responsabilité est immédiatement renvoyée, non pas à la police, ce n'est pas une bavure policière, c'est immédiatement renvoyé à la direction, évidemment, de l'État polonais, et plus haut, à la direction de l'État soviétique. Tandis que dans l'autre cas, l'implication américaine qui était derrière tous ces gouvernements est totalement ignorée, et même la responsabilité des gouvernements est ignorée ou minimisée. Alors, il donne aussi des exemples des élections. À l'époque, il y avait des élections au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua. Le Salvador et le Guatemala, à l'époque, étaient, on va dire, semi-dictatoriaux, et le Nicaragua, c'était l'époque des sandinistes, c'est-à-dire les sandinistes avaient renversé un gouvernement pro-américain, celui de Somoza, qui avait été longtemps dictatorial. Ils ont fait des élections. Quand ils les ont perdues, ils se sont retirés du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont réellement instauré une dictature, mais les élections ont été systématiquement décrites de façon négative. Et vous avez exactement la même chose aujourd'hui avec les élections au Venezuela. Et alors, finalement, il y avait un truc qui peut nous intéresser quand on parlera de l'affaire Skripal, c'est qu'il y a eu une tentative en 81 d'assassinat du pape de la part d'un Turc qui a tiré sur le pape, il l'a blessé, on ne l'a pas tué, mais bon, il a été arrêté, donc il n'y a pas de doute sur sa responsabilité, c'est pas ça la question, mais le type était lié à une organisation qu'on appelle les Loups Gris, qui est une organisation d'extrême droite turque. Alors on ne sait pas très bien pourquoi il a tenté de le tuer, parce que le type, à son procès, il a dit qu'il était lié à Jésus-Christ. Enfin, il semblait qu'il avait un peu perdu la boule, on va dire. Mais pendant qu'il était en prison, il a avoué qu'il avait été mandaté par les services secrets bulgares. Et la seule preuve, c'est qu'il y avait du trafic de drogue. Bon, même les États totalitaires ne peuvent pas tout à fait contrôler ça, à l'époque de la Bulgarie communiste, évidemment, à travers la Bulgarie, à travers les loups gris, etc. Et il n'y avait aucune preuve matérielle, mais il a avoué en prison, après 17 mois en prison, des interrogatoires avec la police italienne, il a admis qu'il y avait ces liens avec les Bulgares. Et immédiatement, la presse en a fait toute une affaire, a montré qu'il y avait un lien avec le terrorisme international, ce qui était aussi évidemment appuyé à l'époque par les Israéliens, montrer qu'il y avait un lien entre l'URSS et le terrorisme international. Et finalement, quand l'affaire est passée en procès, tout ça s'est effondré. Alors, ça, c'est quelques exemples historiques. Et alors, après, bon, il donne aussi des exemples sur la guerre du Vietnam, mais tout ça, c'est très, très détaillé. Je trouve ça vraiment impressionnant dans la précision et le détail de ce genre d'analyse. Et c'est une analyse, par exemple, vous la trouvez, pour ceux qui connaissent l'anglais, vous pouvez la trouver sur un site qui s'appelle Fairness and Accuracy in Reporting, FAIR, F-A-I-R, qui est un site internet anglais, américain, qui continue un peu dans la tradition et qui analyse les médias actuellement. Et alors, il y a aussi en France Acrimed, Action Critique Média, qui fait plus ou moins le même genre de travail. Et donc, ça c'est un premier volet, si vous voulez, c'est que vous pouvez montrer, quand vous prenez des tragédies, quand vous prenez des crimes, quand vous prenez des actions militaires, etc., la façon dont la presse, c'est pas que les faits sont niés comme le serait, ou ignorés totalement comme ce serait dans un État totalitaire, c'est que la façon dont les choses sont présentées, l'emphase que l'on met, l'importance qu'on accorde est radicalement différente selon qu'on parle d'amis, d'alliés ou d'ennemis. On l'a vu encore avec ce qui s'est passé à la frontière avec la bande de Gaza et la façon de parler d'affrontement, etc., plutôt que de massacre, alors qu'évidemment c'était un autre État, on parlerait de massacre, mais bon. Et donc ça c'est le cadre général. Alors effectivement, il donne ce qu'ils appellent après les filtres, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les médias en sont à répéter la propagande de l'État. D'abord évidemment il y a la propriété, le fait que les médias sont presque tous la propriété de grands groupes capitalistes, maintenant c'est plus ou moins la même chose en France, mais à l'époque c'était pas tout à fait le cas, mais il donne les exemples pour les États-Unis. Il y a le filtre de la publicité. Les médias vivent de la publicité, donc évidemment ils ne vont pas se retourner, et j'ai même parlé à quelqu'un qui
cherchait de la publicité pour un journal de gauche, et évidemment, quand ils critiquaient trop certaines entreprises, ben, ils n'avaient plus de publicité venant de ces entreprises, et donc le filtre est tout à fait direct. Ensuite, il y a les sources. Les grandes entreprises déversent des quantités énormes d'informations, et les gouvernements aussi. Et donc, pour les journalistes, le plus facile, c'est de reprendre les informations qui leur sont fournies. Tout leur fournit clé en main. Donc, ils n'ont qu'à reprendre la propagande de l'État. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher, d'aller interroger, d'aller chercher des voix dissidentes ou des voix hétérodoxes. Et alors, il y a ce qu'on appelle en anglais le FLAC. C'est le... Je ne sais pas très bien comment traduire ça, mais c'est les lettres de protestation que vous recevez dans les journaux dès que vous abordez certains sujets. Alors, je pense que je ne vais pas devoir vous faire un dessin sur le genre de sujet, mais vous avez des protestations pour antisémitisme, par exemple, si vous abordez la question palestinienne d'une façon supposée trop anti-israélienne, etc. Et ça, c'est un facteur aussi extrêmement intimidant pour les journalistes. Je peux raconter une anecdote. J'ai un ami qui était journaliste et qui s'occupait de choses comme Investi, un peu comme des questions judiciaires, des affaires. Ça, on peut parler librement, ça, des affaires judiciaires, par exemple l'affaire Cahuzac, par exemple, en France. On peut en critiquer, on peut critiquer Cahuzac. Mais un jour, il avait été en Israël, accompagné le Premier ministre belge de l'époque, et évidemment, le premier jour, on visite le musée de l'Holocauste à Yad Vashem, ça c'est le début de la visite, et le lendemain, il rencontre le Premier ministre israélien de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était il y a un certain temps, et le journaliste dit bon, maintenant, hier, visite de Yad Vashem, aujourd'hui commencent les choses sérieuses, c'est-à-dire les discussions politiques. D'abord, ce n'était pas sérieux, parce que vous imaginez bien que la Belgique va faire pression sur Israël, mais bon, il a présenté ça comme ça. Le simple fait d'avoir dit les choses sérieuses par opposition à la visite de Yad Vashem, il a eu un torrent d'attaques à la télévision, de lettres, etc., de protestations, ce qu'il n'a jamais eu pour tout le reste. Donc il pouvait dénoncer des trucs véreux, etc. Tout ça, c'est possible, c'est légal. Et évidemment, il n'a pas été sanctionné, mais je veux dire, le simple fait que cette simple phrase qui est totalement innocente, il a dit ça comme ça, sans penser à mal, il a dit, bon, ça c'était une visite, et maintenant on discute, quoi. Je veux dire, rien que ça, c'était de trop, quoi. Et donc, vous avez ça tout le temps. Un exemple qui m'a frappé, je vais y revenir à la fin, c'était avec le réalisateur britannique que vous connaissez sans doute, Ken Loach, qui est assez connu, je ne vais pas faire la liste de ses films, mais il a reçu un doctorat honoris causa de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Mais il est connu comme étant, entre guillemets, pro-palestinien. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire de nos jours, mais bon, il est considéré comme trop pro-palestinien. Et alors, il y a eu une campagne contre l'attribution de son doctorat honoris causa. Et ça, c'est l'exemple de FLAC, c'est-à-dire de réaction. Bon, là, ce n'était pas les journaux, c'était l'université, mais c'est le même principe. Et évidemment, il y a eu toute une campagne parce qu'il aurait dit, un jour, comme ça, entre deux portes, ou je ne sais pas quand, il a été interviewé par quelqu'un à propos de quelqu'un qui aurait tenu des propos négationnistes. Il a dit, les gens ont le droit de s'exprimer ou quelque chose comme ça. Du coup, il est devenu un négationniste. Tout le monde lui répète qu'il est négationniste. Alors, il n'a rien nié. Il a seulement dit, voilà, ils peuvent s'exprimer, pourquoi pas. Alors, il a aussi dit quelque chose sur un rapport entre, ça c'est toujours le truc qu'il ne faut pas dire, c'est entre certaines autorités juives et les nazis pendant la guerre, à propos de certaines personnes. Je ne sais même pas ce qu'il a dit, je m'en fous. Je ne veux même pas savoir ce qu'il a dit. Le fait qu'on va chercher dans le passé des gens, et qu'on va chercher tout ce qu'ils ont dit pour, après, mettre ça en évidence et dire, voilà, c'est un antisémite patenté, etc. Encore maintenant, il y a une lettre d'étudiants, entre guillemets, libéraux, donc, comme on dirait En Marche ici, ou les Républicains, qui critiquent les étudiants de gauche à l'université de Bruxelles. Ils n'ont rien dit quand on a remis un doctorat honoris causa, un négationniste notoire. Mais Tim n'a jamais rien dit, il a peut-être dit des choses à la liberté d'expression. Mais dès que vous dites quelque chose sur la guerre qui n'est pas tout à fait juste, ou peut-être c'est pas juste, j'en sais rien, comme je dis, je ne veux même pas le savoir, je veux dire, immédiatement, c'est monté en épingle. D'accord ? Et ça devient une cause célèbre, je vais vous expliquer. Il a dû s'expliquer. Il a eu le doctorat honoris causa, mais il a dû s'excuser, il a dû s'expliquer. Et alors on dit, bon, ça va, c'est bon. Mais il y a encore des campagnes contre lui, je suis sûr que l'université... Alors, si j'étais à l'université, moi, la prochaine fois, j'ai réfléchi à 2 fois avant de donner un doctorat honoris causa à quiconque qui pourrait être suspecté de machin chose, d'accord ? Mais je veux dire, on va quand même pas me dire que
tout ce qu'on a dit, tout ce que toute personne a dit sur l'Union soviétique, sur le communisme, sur Staline, sur Hitler, sur les fascistes, sur les colonialistes, etc. Je prends tous les trucs. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites par différentes personnes. On ne va pas me dire que tout ça c'est juste, on ne va pas me dire que chaque fois qu'il y a un docteur honoris causa, on va aller chercher les gens pour voir s'il n'y a pas dit quelque chose de travers, de faux quelque part. Je veux dire, c'est absurde. Mais la sélectivité, c'est parce qu'on considère qu'à partir du moment où ça touche à l'Holocauste, à la guerre, etc., alors ça devient un crime majeur et il faut en faire tout un plat. C'est ce avec quoi je ne suis pas d'accord, et ça c'est un exemple évidemment de flaque. Un autre exemple qui était dans votre pays, je suis belge, c'était par ici, il y a déjà un certain nombre d'années, je crois que c'était en 2002, ils avaient simplement voté une résolution demandant à l'Union européenne de tenir compte des clauses de droits de l'homme dans les accords de coopération avec Israël. C'est pas la fin du monde. Je dis, les types, ils font un accord, ils mettent des trucs de droits de l'homme. D'accord? C'est dans les clauses. Ils disent respectez vos propres clauses. C'est comme pas la révolution. Je veux dire, et alors, il y a eu ils ont fait ça en décembre, je ne sais plus, 2001, 2002, je ne sais plus quelle année exactement, enfin je crois que c'était 2001, et en janvier, il y avait une pétition signée par 20 000 personnes pour dénoncer Paris 6, avec manifestation sur le parvis à Jussieu, un peu de ratonnade au passage, et un truc vraiment tiré dans les médias. Il y avait quelqu'un qui a parlé de rouge-brun en blouse blanche. En fait, vraiment, c'était le tir de barrage sur les mecs qui sont, à mon avis, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. C'était un truc vraiment incroyable pour avoir juste dit qu'il fallait respecter les résolutions en matière de droits de l'homme. Je veux dire, il aurait dit ça avec la Turquie, la Chine, personne n'aurait fait attention. Et personne, et bien sûr, l'Union européenne ne va pas se soumettre aux désidératas de Paris 6, il ne faut pas exagérer, mais je veux dire, le simple fait de le mentionner est déjà de trop, quoi. Enfin bon, c'était vraiment... Mais ça, c'est un exemple, il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Alors, pour venir à l'actualité, bon, on n'en avait pas parlé trop longtemps, donc pour laisser du temps à la discussion, je vais prendre quelques exemples, oui, dans l'actualité récente. Alors, vous avez l'affaire Skripal en Angleterre. Donc vous avez cet ancien espion, enfin agent double russe, qui a été mis en prison, qui s'appelle Skripal, et sa fille. Il a été mis en prison en Russie, puis il a été échangé. Et donc si on l'a échangé, c'est que probablement il est plus très nocif du point de vue des Russes. Il vit depuis des années en Angleterre, et puis un beau jour, il a été empoisonné avec un agent, un agent Norwegian, comment on dit en anglais, neurologique, neurotoxique, pardon, et qui apparemment est extrêmement dangereux, enfin qui tue en principe les gens quasiment instantanément. Et bon, il a été hospitalisé, sa fille aussi, et maintenant sa fille est sortie de l'hôpital. Le père, on ne sait pas, la fille, au lieu de la sortir, de lui faire une conférence de presse, elle a fait des déclarations dans un bois quelque part, on l'a filmée, elle a fait des déclarations, c'est pas très bien, on n'a pas vraiment de nouvelles d'elle, elle n'est pas à l'air libre, on va dire, on ne sait pas ce qu'elle a fait, la fille, le type il n'a rien fait non plus, c'était fini ses affaires, d'accord? Mais même si on admet que le type est un ancien espion, etc., la fille, c'est la fille, elle n'a rien à voir là-dedans, et donc elle pourrait quand même pouvoir s'exprimer. Elle dit qu'elle veut retourner en Russie, son petit ami est en Russie. Bon, tout ça, ça a l'air tout à fait bizarre, parce qu'on ne comprend pas pourquoi le type n'est pas mort, si l'agent était aussi toxique que ce qui est prétendu. Moi, je suis content qu'il soit vivant, je leur souhaite que du bonheur, mais le problème, c'est quand même qu'on a l'impression qu'on se fout de nous dans toute cette affaire. Et alors, évidemment, on a accusé immédiatement les Russes. Les Russes ont dit, est-ce qu'on peut avoir des échantillons de votre truc, qu'on peut l'examiner, etc. On dit, oui, mais c'est d'origine, l'arme chimique est d'origine soviétique, mais seulement, il y a des gens qui ont donné les formules de ce poison en public, si vous voulez, il y a un certain temps. Il y a des gens qui ont dit oui, mais j'ai donné ça comme exercice à mes étudiants, ils savent le faire aussi. Donc, apparemment, ce n'est pas un secret d'État de faire ce genre de poison. Et donc, on n'a aucune preuve. Et on a fait toute une campagne au Royaume-Uni, mettant en cause la Russie, on va prendre des sanctions, etc., etc. Alors, l'autre exemple qui, lui, touche la France, c'est l'usage des armes chimiques dans la Ghouta par le régime, je vais quand même dire le gouvernement, parce que c'est le gouvernement syrien. Et donc ça, c'était il y a quelques semaines. Réponse, le gouvernement français, britannique, américain bombarde la Syrie, avec un succès
qu'on ne connaît pas nécessairement, on ne sait pas exactement avec quel succès ils ont eu, mais ils ont bombardé. Bon. Alors, premièrement, il n'y a pas de preuves. Moi, je ne connais pas de preuves, je ne sais pas où sont les preuves que c'est le gouvernement syrien. Vous avez un YouTuber, qu'on appelle ça, qui s'appelle Trouble Fait, qui a fait une série de vidéos très bien faites pour mettre en question le récit dominant là-dessus. Je vous conseille de les regarder. Donc, ça s'appelle Trouble Fait, F-A-I-T. Et, comment dirais-je, il commence les vidéos tout le temps avec une interview, je ne sais plus quel journaliste, qui demande à Macron, est-ce que vous avez des preuves? Et Macron répond oui. Le type, il s'arrête. Ça fait penser à un sketch de Pierre Dac où Pierre Dac, on interroge quelqu'un dans le public, on dit est-ce que vous connaissez la réponse? Le type dit oui, je connais la réponse. Pierre Dac dit oui, il connaît la réponse. On ne demande pas quelle est la réponse. Et c'est un peu ça avec ce qui se passe avec Macron. On n'a pas demandé quelles étaient les preuves. Et moi, je ne les connais toujours pas. Numéro 1. Numéro 2, on bombarde avant que les inspecteurs ne puissent venir et éventuellement fournir ces preuves. Donc c'est déjà un peu bizarre. On ne fournit pas les preuves et on bombarde avant que les inspecteurs n'arrivent. Bien. Troisièmement, et ça c'est le plus choquant, on nous dit qu'on détruit des usines d'armes chimiques. En fait, on a détruit des bâtiments qui avaient été inspectés par l'Organisation pour la prévention des armes chimiques, qui avait dit qu'il n'y avait pas d'armes chimiques là, etc. Mais mettons qu'ils ont été entubés par les Syriens, etc. On a bombardé ces trucs avec des armes chimiques. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de produits chimiques qui se répandent dans l'atmosphère? C'est des produits mortels. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour bombarder. Comment vous faites pour bombarder sans casser des fioles? Je ne sais pas, moi je ne suis pas chimiste. Même comme physicien, je ne saurais pas, mais je veux dire, je ne comprends pas comment on fait. A priori, ça me paraît suspect, quoi, d'accord? Si vous entreposez des armes chimiques ici dans ce bâtiment et qu'on détruit ce bâtiment, vous pensez quand même que des gens à Nantes risquent d'être empoisonnés, non? Ça paraît tomber sous le sens. Personne ne pose de questions là-dessus. Les médias acceptent ça. Et maintenant, c'est devenu sacrilège si vous dites non, non. En plus, il n'y a aucune motivation. La Ghouta a été libérée ou occupée, suivant votre point de vue, le lendemain de ces attaques aux armes chimiques. Alors pourquoi ils utilisent les armes chimiques alors qu'ils gagnent la bataille de la Ghouta, que la dernière poche tenue par les rebelles ou les djihadistes ou les terroristes, comme vous voulez, tombe le lendemain? Ils vont utiliser les armes chimiques de façon à attirer l'opinion publique mondiale contre eux. Il n'y a personne qui pose de questions. Je veux dire, le degré d'endoctrinement des médias là-dessus, ça m'a vraiment stupéfait, quoi. Enfin, je suis habitué parce que j'ai lu le livre en 88, mais le degré de... Je dois dire aussi à propos du livre, bon, je ne vais pas mentionner l'histoire de la guerre du Vietnam, mais c'est un mythe, cette histoire que la presse était opposée à la guerre du Vietnam. Elle a été opposée quand la guerre était manifestement perdue. Mais moi, j'ai vécu la guerre de 91, la première guerre en Irak, contre l'Irak aux États-Unis, et je vous assure que l'unanimité de la presse, à la fois la presse populaire, avec des caricatures, des insultes pour Saddam Hussein, etc., vraiment dignes de la Première Guerre mondiale, et la presse respectable, genre New York Times, était totale. Et dans les universités où j'étais, c'était impossible, pratiquement impossible de discuter. Hein, pratiquement impossible de discuter. Ils prétendent, ils sont pour la liberté d'expression, la liberté de penser, mais quand c'est la guerre, là, c'est tout le monde le doigt sur la couture du pantalon. Bon. Alors, donc ça, c'est le problème des armes chimiques. Alors, sur les armes chimiques, quand il y a eu l'histoire en 2013, on a de nouveau attaqué le gouvernement syrien en disant qu'il utilisait les armes chimiques. Il y a eu au moins, à ce moment-là, un rapport publié en 2014 par Richard Lloyd et Theodore Postol. L'un est un ancien expert en contrôle des armements, et l'autre est un ingénieur ou un scientifique du MIT, du Massachusetts Institute for Technology, qui est une des meilleures institutions de recherche américaines. Et eux, ils ont dit, là, ils ont fait une analyse balistique, si vous voulez, de ces armes. Ils ont dit, elles peuvent venir que des zones tenues par les rebelles. Donc, je veux dire, si les mecs qui sont là au MIT ils disent ça, d'abord, je crois qu'ils sont compétents, plus que moi en tout cas, et plus que vous probablement, ou que des journalistes français. Et deux, je ne vais pas vous vexer, mais je veux dire, c'est quand même des gens qui sont spécialistes. Et deux, je ne les imagine pas mentir parce qu'ils sont des agents d'Assad. Je veux dire, des types qui font ça au MIT, ils se font tuer. Si on peut montrer qu'ils se trompent et qu'ils font ça pour faire de la propagande d'Assad, pourquoi le ferait-il? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ils ont remis une couche en 2017. En 2017, il y a eu de nouveau des allégations du gouvernement américain, usage des armes, etc., chimiques, immédiatement, ils ont dit non, c'est pas possible, etc. Je ne sais pas s'ils ont dit quelque chose sur les récents bombardements, mais je veux dire, ça devrait au moins inciter à la prudence, ça devrait au moins inciter les journalistes français qui ne sont pas directement partie prenante dans l'affaire à la prudence. Alors vous avez aussi l'histoire du nucléaire iranien. Alors,
premièrement, avec le nucléaire iranien, les Iraniens ont toujours prétendu que pour des raisons religieuses, ils ne veulent pas faire cet armement. Bon, mettons qu'on ne leur fait pas confiance, on ne les croit pas, ok. Mais les inspecteurs qui ont inspecté l'Iran depuis des années, il faut vraiment les prendre pour des cons parce qu'ils ont tous dit qu'il n'y avait pas de programme nucléaire militaire iranien. Alors en plus, alors le problème, évidemment, ça c'est ce que je vous ai dit sur le cadre dans lequel le débat se fait. C'est pas qu'on cache absolument les choses. Ça c'est la différence entre la propagande, le lavage de cerveau dans la liberté et le lavage de cerveau dans les États dictatoriaux. C'est la mise en perspective. C'est-à-dire que maintenant on est supposé débattre du nucléaire iranien. Mais il y a une journaliste d'origine libanaise qui a un jour demandé à Obama est-ce qu'il n'y a pas un État au Moyen-Orient qui a des armes atomiques qu'on ne connaissait pas, etc. Et évidemment, il n'a pas répondu, mais tout le monde sait qu'il y en a un, c'est Israël. Et donc, je veux dire, au pire, l'Iran établirait un équilibre de la terreur, comme il y a entre la Russie et les États-Unis, entre l'Inde et le Pakistan, etc., s'ils avaient des armes nucléaires. Et c'est bien pour ça qu'Israël n'en veut pas. Israël n'en veut pas, et c'est le seul pays qui n'en veut pas, c'est Israël, parce que les autres, moi je m'en fous, les armes atomiques, je veux dire, ils n'ont rien contre nous, ils ne vont pas l'utiliser contre nous, ils ne vont jamais l'utiliser. Chirac a dit ça, Chirac a dit ils ne vont jamais l'utiliser en premier, parce leurs armes ne font pas 200 mètres en l'air, et le pays est atomisé, donc ils ne vont jamais l'utiliser en premier, ils ne sont pas suicidaires. Et immédiatement, de nouveau, flac, et c'était Chirac qui était président de la République à l'époque, poum, 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 il a dû expliquer, on n'avait pas compris, etc., enfin bon, le truc habituel. Alors là, de nouveau, c'est la mise en perspective, c'est-à-dire que tout le monde se focalise sur, on est éventuellement contre, beaucoup de gens sont contre la rupture de l'accord par Trump. Ça c'est vrai, la position de la France et des médias français sur le gouvernement là-dessus, ils sont contre. Mais ça ne pose pas la question fondamentale, c'est pourquoi faut-il prendre des sanctions contre l'Iran et pas contre Israël, par exemple, qui a des armes atomiques? Quel est le problème que l'Iran, qui serait posé par le fait que l'Iran ait des armes atomiques? C'est impossible de poser cette question. Il me semble que c'est la première question à poser. D'accord? Moi, je suis évidemment contre la prolifération des armes atomiques, mais vous comprenez, c'est un peu comme si les monopoles de la distribution disaient qu'ils sont contre les petites surfaces, je veux dire, les petits commerces. Je veux dire, je suis contre la prolifération, mais le monopole par les grandes puissances est un plus grand problème que la prolifération et encourage la prolifération. D'accord? Alors quand on prend par exemple, ça c'est presque grotesque, on prend les derniers jours, mais c'est l'histoire de la Corée du Nord. Des gens de l'administration américaine ont dit qu'ils voulaient que la Corée du Nord désarme sur le modèle de la Libye. Donc la Libye avait un petit programme nucléaire apparemment qu'ils ont abandonné, mais ils n'avaient pas réellement des armes. La Corée en a, donc ils ne vont pas abandonner leurs armes une fois qu'ils les ont, évidemment. Surtout qu'on leur promet le futur de la Libye. Il ne faut pas exagérer, je veux dire... bon, on peut penser qu'on veut de Kim Jong-un, mais je veux dire, il ne va pas nécessairement avoir envie d'avoir le sort de Kadhafi. Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à tant d'altruisme de la part de Kim Jong-un de vouloir finir comme Kadhafi. Donc là, on est dans le ridicule le plus complet. Alors, je vais terminer peut-être avec un exemple. Enfin, vous avez le Russiagate. Ça, c'est un autre truc, et ça, c'est le truc de base pour la loi sur les fake news, c'est d'empêcher la subversion russe dans les élections. D'accord? C'est supposé manipuler nos élections avec des fausses nouvelles. Mais le problème, c'est que, bon, là, vous pouvez trouver ça de nouveau sur le site des crises, par exemple. Je ne vais pas faire toute une analyse de ce qu'on appelle le Russiagate, c'est-à-dire l'idée que Trump a été soutenu par les Russes et qu'il a été élu grâce aux fausses nouvelles répandues par les Russes, etc. Mais c'est un truc qui dure depuis 2 ans et qui ne mène à rien. Ils ont arrêté, ils ont mis en instruction quelques lampistes, mais il n'y a rien de très sérieux qui relie directement ça à Trump. Et alors le nombre de comptes Twitter ou Facebook, etc., qui ont été favorables à Trump, bon, combien d'Européens avaient des comptes Twitter ou Facebook favorables à Hillary Clinton? Beaucoup, évidemment, parce que la plupart de l'opinion européenne était favorable à Clinton. Donc, je veux dire, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Je veux dire, si les Russes... C'est un peu évident qu'à partir du moment où Trump dit qu'il veut de bonnes... Je ne dis pas qu'il le fait, mais il disait dans la campagne qu'il voulait de bonnes relations avec la Russie. Ben, si je suis russe, j'ai comme envie qu'il soit élu plutôt que quelqu'un qui dit que Poutine, c'est Hitler. Je veux dire, ça paraît logique, d'accord? Après, c'est pas qu'on aime Trump, qu'on aime Poutine, etc. Ça paraît simplement logique. Et des comptes Twitter et Facebook favorables à Hillary, je suis sûr qu'en Europe, il y en a des tas. D'accord? Et donc, je ne vois pas en quoi c'est une preuve de l'implication de l'État dans ces affaires.
par exemple, il y avait le type qui était, comment dirais-je, conseiller à la sécurité, enfin, qui a été brièvement conseiller à la sécurité nationale de Trump, s'appelle Michael Flynn, qui est un général, qui était un type tout à fait sur la ligne des républicains, etc. Mais il avait été, comment dirais-je, après l'élection de Trump, Trump l'a choisi comme étant son futur conseiller, et donc, comme en cette qualité, si vous voulez, il devait prendre des contacts avec les États étrangers avant l'investiture de Trump, c'est-à-dire quand c'était la fin de la présidence Obama. Donc, il y a quand même, aux États-Unis, l'élection se fait en fin d'année, mais l'investiture se fait seulement en janvier. Donc, il y a une période, si vous voulez, où le président est, comment dirais-je, un canard boiteux, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il est encore en fonction, mais il sait qu'il va devoir partir quelques mois plus tard. Et alors, il a pris des sanctions anti-russes. Et alors, ce monsieur Flynn a téléphoné. C'est un peu idiot, il a téléphoné des Bahamas à l'ambassadeur russe et il ne s'est pas rendu compte que sa conversation a été écoutée. Et alors il a demandé en fait des choses du genre ne prenez pas de sanctions en riposte aux sanctions d'Obama parce que nous on va les lever une fois qu'on sera là. Et puis ils ont aussi demandé, alors ça c'est la meilleure, il y avait un vote qui devait avoir lieu à l'ONU sanctionnant Israël et pour une fois en s'en allant, Obama avait décidé de s'abstenir plutôt que de mettre son veto. Ils mettent toujours leur veto. Mais là, pour un geste de mauvaise humeur, comme il disait s'en aller, il a dit, je vais quand même leur donner un coup de pied quelque part, et je vais m'abstenir. Et alors, il a essayé de faire pression sur l'ambassadeur russe pour que les Russes prennent une position, je ne sais pas, de veto, ou s'abstiennent, quelque chose comme ça. Et donc, il a fait, en fait, le travail pro-israélien, quoi, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on considère comme de la collusion avec les Russes. C'est-à-dire, la collusion est avec Israël, la collusion entre les organisations pro-israéliennes. Le rôle des organisations pro-israéliennes aux États-Unis est tellement évident, je peux vous donner des tas de livres là-dessus, que le fait de parler même de l'ingérence russe est complètement ridicule. Alors, vous avez, comment dirais-je, un dernier exemple que je trouve assez frappant, c'est de nouveau évidemment ce qu'ils appellent la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, etc. Alors, je vais prendre l'exemple d'abord de la Grande-Bretagne, puis des exemples en France. Je vous ai déjà parlé de Ken Loach et le docteur honoris causa qu'il a reçu en Belgique. Et on peut dire que c'est le verre qui est à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire que l'université a résisté aux pressions, mais les pressions, déjà, me paraissaient totalement illégitimes. Mais il a dû s'expliquer, etc. Et finalement, on a dit, bon, allez, ça va, t'es pas antisémite, t'as ton doctorat, quoi. Mais, je veux dire, déjà, le fait de mettre tout ça en épingle, me paraît totalement arbitraire. Alors, vous avez un autre monsieur qui s'appelle Livingstone, qui est un type du Parti travailliste et qui était proche du leader actuel, Jeremy Corbyn. Alors, je l'ai encore regardé ce matin. Livingstone a été maire de Londres, donc c'est même pas... C'est une fonction assez importante, si vous voulez, et c'est un membre fidèle du Parti travailliste depuis longtemps, mais il a été dans les années, assez âgé, il a été dans les années 60 en Algérie, et là il a été sensibilisé à la cause palestinienne, et bon, ça c'est le fond du problème, évidemment, c'est qu'il est dans l'œil du cyclone à cause de cela, et alors il a parlé un jour de ce qu'on appelle l'accord de transfert, qui est un accord qui a eu... qui poussait au début du régime national-socialiste, où apparemment, enfin moi je ne suis pas historien, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais où on dit que Hitler voulait envoyer des Juifs en Palestine et qu'il y avait un accord entre lui et l'organisation sioniste au début du régime national-socialiste pour permettre aux Juifs d'émigrer, mais vers la Palestine. Bon. Donc c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais c'est de nouveau le truc où on a tiré en épingle, on a fait toute une affaire, on a continué à en parler. Il y a eu toute une enquête dans le Parti travailliste pour voir s'il était antisémite, ils n'ont rien trouvé. Mais on a continué, parce que même quand c'est terminé, on continue. Hein, plus, et voilà, ça recommence, il n'arrête jamais. Et donc finalement, il a décidé de démissionner de son parti, alors que c'était un cadre du parti, ancien maire de Londres, etc. Enfin, quelqu'un qui a travaillé tout le temps, qui était un fidèle parmi les fidèles. En fait, il a démissionné pour pouvoir faire campagne pour le leader travailliste, parce qu'à l'intérieur du parti, il ne pouvait plus, quoi. Parce que c'était trop dangereux pour le parti, d'une certaine façon. Mais c'est quand même assez extraordinaire, quoi. On n'a jamais rien prouvé de ce qu'il avait dit, et même s'il a dit un jour une erreur, encore une fois, il n'y a personne qui n'a jamais rien dit sur Napoléon, sur, je ne sais pas, sur la Première Guerre mondiale, qui est faux. Forcément, il y a des tas d'opinions contradictoires, donc elles ne peuvent pas être toutes vraies. Et on va chercher, on sort ça en épingle, et on fait toute une campagne. Alors la meilleure, c'est Corbyn. Alors Corbyn, c'est le leader du Parti travailliste, il est très à gauche, enfin très à gauche.
c'est relatif à l'époque, mais disons pour notre époque. Et il est pro-palestinien, enfin, pas très pro-palestinien, mais il est trop pro-palestinien pour certains. Et alors évidemment, ils lui ont fait toute une campagne pour l'antisémitisme. Et comme dit Chomsky, ils ont pris le type le plus antiraciste qu'on puisse faire, ils en ont fait un antisémite. Le mec, il manifestait, il se faisait arrêter dans les manifestations sur l'Afrique du Sud, sur l'apartheid en Afrique du Sud, à l'époque où Margaret Thatcher était au pouvoir, il faisait des mamours à l'Afrique du Sud. Alors, franchement, le type raciste, c'est quand même assez extraordinaire. Et on est arrivé à le... Enfin, il est tout le temps sous pression, il n'abandonne jamais, quoi. Alors, évidemment, ils vont trouver, par exemple, il y a... Bon, pour vous donner un exemple, mais c'est nouveau, c'est l'extraordinaire... C'est pas que je veux défendre ce qui est dit ou fait, mais c'est l'extraordinaire sélectivité qui fait qu'on va chercher le moindre petit détail. Il y a une assistante parlementaire, enfin, elle n'est pas parlementaire, assistante, je ne sais plus, oui, parlementaire, ou une assistante du Parti travailliste qui est d'origine pakistanaise, je crois, qui met sur Facebook, juste sur Facebook, un jour, une carte, c'est une carte que vous avez déjà vue, où vous voyez Israël déplacé au milieu des États-Unis. Alors on dit, voilà, si les Américains étaient en Israël, pourquoi ils ne les prennent pas chez eux, quoi. Bon. Et ça a fait tout un foin. Il a dû démissionner, etc. Mais je dis, ok, je veux dire, il y a un pays avec 200 armes atomiques, quoi. Il va mis en danger par une blague sur Facebook. Je veux dire, le ridicule ne tue pas, mais s'il tuait, il aurait pu te sionner. Je veux dire, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut en arriver à monter en épingle de ce genre de choses? Mais c'est la réalité dans laquelle on est. Alors, je vais terminer par un peu de publicité, vous avez acheté ce livre. Donc, évidemment, la loi sur les fake news est un renforcement de la répression. Mais ce que je veux mentionner, dans le livre, je discute deux lois. La loi Pleven de 72 et la loi Guesso de 90. Je ne vais pas parler de la loi Guesso, ça je vous laisse découvrir, mais la loi Pleven, ça a l'air très bien, c'est une loi contre l'incitation à la haine raciale. Alors, il y a quelqu'un qui veut inciter à la haine raciale. Alors moi, j'ai aucune envie d'inciter à la haine raciale. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord? Et alors, on a donné à certaines organisations autoproclamées antiracistes, comme la DICRA et d'autres gens de bonne compagnie, le droit de poursuivre sur la base de ces lois. Ils disent, nous, on est des militants antiracistes, donc on peut vous poursuivre si vous dites des trucs qui nous paraissent antisémites, enfin racistes. Et alors, évidemment, ça, c'est la porte ouverte à tous les abus. Parce que, pour ne prendre que 3 exemples, je vais prendre des exemples de gauche, mais il y en a évidemment dans la droite aussi, que je discute, je ne fais pas de distinction entre les deux, mais l'un, c'est le dessinateur Ciné. Bon, maintenant, il est mort, mais il était dessinateur à Charlie Hebdo. C'est le type, il a fait tous les excès possibles et imaginables, avec toutes les caricatures antimilitaristes, anticatholiques, etc., tout ce que vous voulez. Et alors, un jour, à propos d'une nouvelle dans Libération qui annonçait la conversion au judaïsme du fils de Sarkozy, Jean Sarkozy, qui épousait l'héritière de Darty, qui est de confession juive, et donc pour épouser quelqu'un d'une certaine religion, il faut adhérer à sa religion apparemment, et donc il se convertit. Les mariages, évidemment, vous connaissez la phrase Paris vaut bien une messe, veut dire les mariages d'opportunité, quand les gens se convertissent parce qu'ils doivent épouser une riche héritière qui a une certaine religion, ça fait toujours jaser dans les chaumières. Évidemment, les gens vont rire de ça. Et tout ce qu'il a dit, il ira loin dans la vie, ce petit. C'est tout. Il a repris le communiqué de Libération, qui venait d'ailleurs d'un type de la DICRA, et puis il a rajouté ça. Viré Charlie Hebdo, procès, BHL au témoignage, au tribunal, disant qu'une oreille française ne peut pas reconnaître des propos les plus rances, tout la totale, quoi. Il a fini par gagner, ça c'est vrai. Heureusement, il y a encore une justice. Mais n'empêche, qui a envie d'être traîné au tribunal, de devoir faire des comités de soutien, des trucs comme ça. Lui, il a encore eu la chance, il y a eu des comités de soutien, c'est pas comme Chomsky, mais je veux dire, alors, ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est l'animateur de radio Daniel Mermet, qui était à France Inter, mais qui maintenant est indépendant, on va dire, qui fait une émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, qui est très très ancienne. Et il avait l'habitude de passer des messages laissés sur son répondeur. Et alors un jour, il a passé des messages évidemment anti-israéliens, procès, blablabla, Finkielkraut au tribunal comme témoin, patati patata. Et évidemment, il finit par gagner, mais après des années de procès. Et l'autre exemple, c'est Morin, sociologue Edgar Morin, avec Sami Nahir et Daniel Salnave, qui tous les trois, donc une écrivaine et deux autres intellectuels, qui écrivent une tribune dans Le Monde où ils rappellent les propos de De Gaulle, ils se disent comment un peuple qui a été
martyr, peut être bourreau, des trucs comme ça. Enfin, des trucs qui sont un peu des généralités, puis il rappelle les propos de Gaulle sur le peuple d'élite dominateur et sur lui, et hop, procès. Évidemment, ils finissent par gagner. Mais qui a envie d'avoir ce genre de procès? Et fait-on ce genre de procès chaque fois qu'il y a des trucs, disons, de la même violence à l'égard d'autres États, la Russie, l'Iran, la Chine, la Syrie, le Venezuela, Cuba, etc. Non, évidemment. Et donc, ou même la France, parce que vous pouvez insulter la France, vous pouvez dire que les Français sont racistes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Ou l'Italie, maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement en Italie, regardez ce que les gens vont dire sur les Italiens, donc, ou les Hongrois, ou les Polonais, etc. Alors évidemment, les 2 poids 2 mesures là sont flagrants, et c'est le genre de truc, comment dirais-je, moi évidemment je pense que je suis réellement opposé au racisme et à l'antisémitisme, mais le problème c'est que je suis opposé aussi à des lois qui donnent à des organisations qui en fait défendent les intérêts d'un pays étranger le droit de poursuivre quand elles veulent sur la base de ces lois, vous comprenez? C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'oreille éveillée et de se rendre compte que derrière ces grandes déclarations, on va lutter contre les fake news, on va lutter contre le racisme, on va lutter contre la négation de l'histoire, etc. Tous ces trucs donnent toujours l'impression que ce sont des grandes déclarations très sympathiques et très humanitaires, mais derrière ça, évidemment, il y a en fin de compte des enjeux de pouvoir. Et alors, je vais terminer, bon, je pense que je n'ai pas atteint tout à fait le temps prévu, donc je vais terminer par une remarque générale. C'est que ce que je pense, moi c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles je défends la liberté d'expression, c'est parce que je veux m'opposer à la propagande de guerre. Mais je trouve que la propagande de guerre, évidemment, requiert la liberté d'expression, parce que comme je l'ai dit dans mon expérience en 91 aux États-Unis, ou dans d'autres expériences, ou disait la guerre de 14 ou n'importe quelle guerre, vous avez, dès qu'il y a une guerre, c'est le fanatisme le plus total, quoi. Aucune opinion dissidente n'est autorisée. Toute opinion dissidente, c'est soutenir Assad, soutenir Saddam Hussein. Moi, je le soutiens à tout le monde. Pol Pot, je suis habitué, quoi. Dès que je dis quelque chose contre la propagande de guerre, on est traité de tous les noms. Et donc, c'est pas seulement la liberté d'expression au point de vue des lois, mais aussi la liberté de penser critique. D'accord? J'insiste beaucoup sur la pensée critique. Par exemple, si vous avez un exemple des gaz en Syrie, moi je veux bien, moi je ne sais pas ce qui s'est passé en Syrie, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Skripal. Mais le fait qu'on ne pose pas de questions fait qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. D'accord? Moi je ne suis pas devin, je ne suis pas expert en tout, évidemment je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais ce que je constate, c'est que dans les intellectuels français, américains, etc., dans les journaux, etc., la possibilité de poser des questions est devenue pratiquement impossible. D'accord? Et là je vois une crise qui pour moi est la crise de l'Occident. Moi, je ne suis pas anti-occidental, je suis anti-impérialiste. Je trouve que l'Occident ne doit pas être un rôle impérialiste, mais il y a des choses que j'apprécie dans l'histoire de l'Occident. Et une des choses que j'apprécie, c'est l'esprit critique qui s'est développé à l'époque des Lumières, par opposition à la religion, par rapport à l'absolutisme, etc. Et donc, je pense effectivement que cette tradition critique, cette tradition rationaliste, est importante, et je pense qu'aujourd'hui elle se perd, mais elle ne se perd pas à cause des méchants islamistes, des méchants antisémites, des méchants russes, des Iraniens, etc., qui nous assiégeraient, qui nous attaqueraient, etc., même si certains nous attaquent, mais ce n'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental est de l'intérieur, la corruption de la pensée occidentale par justement ce conformisme, cette absence d'esprit critique, et c'est ça ce qui, à mon avis, est le principal danger de suicide de l'Occident. Je termine là-dessus.